Cool, salut Pascal. Salut T'as Inès, comment sorti vas-tu? la veste de costume aujourd'hui. Ah, bien sûr, c'est vendredi. It's Friday. Thanks God. Je me suis dit que c'était pour fêter les élections du président Trump. Aujourd'hui, on fait un spécial qu'est-ce qui va changer pour l'Europe et pour la Suisse aussi par rapport à l'élection de Trump. J'ai eu l'impression que c'est un immense soulagement pour les personnes dans la tech et l'innovation. Et c'est l'angle qu'on va avoir aujourd'hui. On va pas vraiment se pencher sur autre chose, sur les autres aspects politiques, mais ça va vraiment Mhm. être lié aux startups et puis aux répercussions qu'on aura, enfin, qu'il y aura potentiellement sur l'Europe. Donc, des observateurs et de nous, ce qu'on connaît un peu sur le marché américain, c'était les 4 pires années, je pense, de toute l'existence des États-Unis en termes d'innovation, en termes de start-up sous l'administration Biden. Et c'est Mhm. pour ça que on a vu que la bourse avait fait sa 5e meilleure journée d'existence. Donc même les marchés ont super bien réagi à l'annonce de Trump. Nous, on va rester un peu neutre, ni pour ni contre, mais c'est vraiment voilà très très factuel. Bah, un premier commentaire qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, les marchés ils sont à la hausse et puis ce probablement en tout cas jusqu'au moyen terme. Mais c'est aussi parce que l'incertitude diminue. Il y avait toute une série de rumeurs qu'il y aurait peut-être une élection qui prendrait des semaines à être dépouillée, etc., etc. Et puis ça, évidemment, les investisseurs, les entrepreneurs, ils ont horreur de ça parce que ne pas savoir, avoir une incertitude, c'est très ennuyeux. Là maintenant, c'est clair, il a été élu largement, il a toutes les chambres, c'est fait, c'est net et précis. Et ça a été un vrai chaos, hein. Je crois que c'était la tribune qui titrait gagne par chaos. C'est vrai que Mhm. les médias mainstream nous annonçaient plus une victoire de Kamala Harris. Nous, Ouais. on avait prédit que Trump allait passer. Et il a vraiment passé par. Ouais, c'était incroyable. Les scores qu'il a eu, Mhm. c'était vraiment Ouais, puis c'est vraiment une victoire nette. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si même dans un état microscopique, il y a une espèce de bizarrerie, la victoire, elle est quand même claire. Et ça, effectivement, les marchés, ils le célèbrent en disant, bon, bah, c'est bien, on n'a pas une incertitude sur qui va être le prochain président. Un truc un peu hallucinant, et ça date de l'époque des chevaux et des carrioles, c'est que entre le moment où il est élu puis le moment où il prend le pouvoir, il y a un temps considérable, hein. C'est en janvier que ça va se faire. Et il a déjà commencé à nommer son gouvernement. On a vu Musk qui va prendre une place importante. C'est quand même un des entrepreneurs qui a le plus de succès au monde. Il est dans la tech, il a Tesla, il a SpaceX, il a Neuralink. Donc, je veux dire, il a toute une série de spécialistes de la tech autour de lui. J.D. Vance aussi, tous les mecs du All In Podcast, Peter Thiel, etc. Donc, la mafia PayPal, comme on l'appelle. Donc, ça veut dire qu'il a été très soutenu par David Sacks. Ça veut dire qu'il a énormément de gens qui l'ont soutenu, qui ont une très, très bonne idée de ce qui se passe dans la tech. Et ça va probablement favoriser les États-Unis à terme parce qu'ils vont probablement faire prendre des décisions, disons, qui vont favorablement influencer ce secteur-là. Et quand on voit la place que la tech utilise, enfin, pas qu'elle utilise, mais qu'elle occupe dans l'espace économique, les Américains, ils ont déjà tous les grands géants de la tech, Microsoft, Apple, Amazon, Google, etc., etc. OpenAI, les nouveaux arrivent là-bas, ils en sont à leur 2e génération de startups dans l'IA, donc toutes les spin-offs d'OpenAI, puisque presque l'ensemble des fondateurs se sont tirés, à part Sam Altman, mais ils ont tous refait des startups dans l'IA, 2e génération. On en a encore à se demander si on va faire un LLM en Europe. Bref, on est en retard. Et là, en fait, cette élection et cette clarification et les gens qui sont impliqués, ça va clairement booster encore plus cette partie du monde. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis bah, par rapport au soutien des entreprises tech, et on le disait en ouverture, c'est parce que l'administration Biden était super stricte et a Mhm. mis pas mal d'obstacles et de freins dans l'innovation. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce mouvement de la tech qui a soutenu, qui soutient Trump. Donc, Mhm. ce qui est intéressant, bah, on n'a pas l'exacte feuille de route, mais c'est vrai, comme tu dis, quand tu mets
il recrute Elon Musk pour 14 mois pour être gérer l'efficience des départements. Mais on voyait qu'avec l'administration Trump, de Biden, ils avaient fait pas mal de répression réglementaire, notamment pour la fintech et tout ce qui est crypto, où ils avaient des décisions complètement arbitraires, justement, de ne pas donner accès aux startups fintech à des comptes bancaires. Donc, quand tu dois lever des fonds, c'est super compliqué et tout. Et puis, voilà, si tu n'as pas imaginons un business qui n'a pas de compte bancaire, il peut rien faire. Donc, ça allait jusque-là voilà, de l'administration Biden. Et là, les investisseurs, on va dire les tech startups, ils sont contents parce que je pense que Trump, il sera déjà plus ouvert et dans cette race, dans ce combat ou cette guerre à l'IA et à la tech, les États-Unis, ils veulent absolument gagner. Donc, ça, on le discutera après. Voilà ce que ça va nous ramener. Mais en tout cas, il va y avoir pas mal de changements. Ouais. Et puis, il faut pas négliger non plus l'importance des gens. Hein. Un gars comme Elon Musk, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je le connais pas, mais il est quand même efficace. On peut dire que ce qu'il fait, ça fonctionne. Et quand tu as quelqu'un de cette qualité qui vient, et ça, je trouve que c'est intéressant, examiner en fait comment la tech, elle va pouvoir rendre un gouvernement plus efficace. Ça veut dire qu'ils vont prendre un coup d'avance, très certainement. Je suis pas sûr que ce qu'on lit dans les médias par rapport au fait qu'ils vont virer tout le monde, ce soit si vrai. Je suis d'ailleurs même pas certain que ce soit faisable. Hein. Tu peux pas arriver dans une administration puis commencer. C'est pas comme quand il a racheté Twitter où il a viré, je sais pas, 3/4 des gens. Ouais, Donc il pourra pas faire je crois, ça. des employés, Voilà. un peu comme ça. Mais sa méthode, c'est de déconstruire, comprendre comment ça marche, et puis ensuite de simplifier, d'aller à l'os, first principle reasoning. Et puis, du coup, après, ils vont automatiser. Et si ça les rend si ça rend les États-Unis plus performants et plus efficaces, ils vont pouvoir prendre un coup d'avance parce que c'est évident que cette révolution tech avec l'IA, elle va évidemment impacter les gouvernements. On en a parlé, ça va impacter la médecine, ça va impacter la manière dont on dirige les entreprises, dont on fait du tech support, etc., etc. Mais ça va aussi énormément influencer la manière dont un gouvernement fonctionne. En fait, une grosse partie de ce que font les gens du gouvernement, c'est quand même de manipuler des informations, de faire des synthèses, des résumés, de manipuler du texte. Donc, à mon avis, c'est beaucoup moins cette espèce de discours sur l'état profond, puis comment ils vont faire changer tout ça. Je suis pas du tout sûr d'ailleurs que ce soit possible, mais ce sera beaucoup plus dans les méthodes de travail, l'automatisation, la simplification. Et là, si on pense qu'en fait, les États-Unis, ils ont déjà une culture plus favorable à l'entrepreneuriat et aux startups parce qu'ils y vont et ils essaient, il y a plus d'argent des venture capitalistes pour investir dans des nouvelles startups. Et il n'est pas impossible qu'avec ce Dodge, en fait, ce qu'il fasse, c'est qu'il fasse une mue de l'appareil administratif pour le rendre beaucoup plus efficace, l'amener vraiment au 21e siècle. Mieux qu'on fera en 2050 en Europe. Exactement, mais je pense que c'est ce qui est intéressant, justement, de mettre un entrepreneur qui va mettre son nez dans l'efficience du gouvernement. Ça va être quelque chose de super intéressant. Et je pense que, je ne sais pas s'il va y avoir des licenciements, mais peut-être on peut l'imaginer, parce que je pense que Elon Musk, justement, avec tout ce qu'il fait entre SpaceX, Tesla, les podcasts, etc., et s'il se met sur quelque chose, c'est qu'il va vraiment le faire d'une manière où il va vraiment y aller. Et il y a un petit peu cet aspect j'ai l'impression de vengeance ou aussi démontrer ce qu'ils sont capables de faire. C'est vrai que lui, il s'en prend toujours plein la figure de critiques, etc. Et puis maintenant qu'il va pouvoir montrer ce qu'il peut faire pour les États-Unis, je pense qu'il va le faire d'une manière assez assertive, tu vois. Moi, j'imagine, je crois qu'il parlait, j'avais vu certains tweets et tout, où il parlait justement de réduire le nombre d'agences gouvernementales, qu'il y en a trop et qu'il va les réduire. Donc, ça va être quelque chose de super intéressant. Moi l'approche que j'aime bien, c'est justement d'amener ce côté entrepreneur et ce mindset aussi, et de, comme on dit vulgairement en anglais, get the shit done. Et j'espère que si ça marche, je pense que ça va marcher, que ça pourra inspirer
certains gouvernements en Europe et pourquoi pas même en Suisse. Hein. Ouais, pourquoi pas? Très bien. Je voulais t'amener sur un point aussi par rapport à tout ce qui va être au niveau justement opportunité pour les startups européennes, en fait. Donc, Mhm. il y a pas mal de choses qui changent, comme on le disait. Euh, il y a peut-être des places à prendre. Donc, vu que les États-Unis vont se reconcentrer sur le développement technologique et vraiment limiter tout ce qui est régulation, Mhm. vu qu'ils veulent gagner la guerre de l'IA contre la Chine et contre les autres pays, mais surtout contre la Chine. Et ils n'ont pas forcément parlé de talent à l'interne. Donc, tu as beaucoup de Français spécialistes en IA qui vont travailler aux États-Unis. Je pense que ça va s'accélérer. Tu auras encore plus de financement. Et Mhm. après, tu as tout ce qui va être technologie qui n'est pas forcément développé aux États-Unis, tu vois, type Mhm. drone, type hardware, etc. Toi, tu vois comment la chose? Parce que pour nous, en tant qu'Européens, ça peut être aussi une bonne chose. Je sais pas comment tu le vois, toi. Bon, je dirais, il y a deux manières un peu de le voir. Si tu raisonnes en tant que Suisse ou qu'Européen, puis que tu restes figé là où tu es, tu es à échalon et puis tu bouges pas d'un millimètre, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les États-Unis, comme pôle géographique, ils sont déjà en avance. Ils ont tous les acteurs du cloud, etc., comme on a déjà dit plein de fois. Donc, ils ont des kilomètres d'avance et que là, ils accélèrent. Que ce soit au niveau de la régulation, des gens qui entourent Trump, etc., etc. Donc, ils vont aller de plus en plus vite. Ça veut dire que cette course technologique qui était déjà rapide est difficile à suivre, même si tu passes 1 heure par jour à scruter les news, ça va à une vitesse de dingue. Et du coup, là, il est assez probable que ça va s'accélérer. D'une part, les technologies liées à l'IA, elles vont continuer à progresser. Je lisais ce matin que Google a sorti un nouveau modèle qui semble être meilleur que ChatGPT 4o, etc., etc. Donc là, ça continue. Et puis d'autre part, admettons qu'en fait ces technologies d'aventure, elles arrivent à un plateau puis qu'elles cessent de progresser à vitesse géométrique. Même si elles cessaient de progresser, en fait, ils vont les adopter. Et c'est l'exemple que je donnais avec le gouvernement. C'est-à-dire, si tu as un gouvernement qui représente X% du PIB, si tu le rends plus efficace, ben, il peut rendre de plus grands services à la population. Donc, comme État, il y a bien des chances que les US deviennent plus efficaces, plus efficients. Et surtout, il faut pas oublier que les États-Unis, euh, c'est Emmanuel Todd qui dit toujours il faut regarder les États-Unis parce qu'ils font la course en tête. C'est le pays le plus avancé. Ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est bonnard. D'ailleurs, nous deux, on ne vit pas aux États-Unis, en tout cas pas pour le moment. Mais euh, le truc, c'est que il faut observer le pays qui fait la course en tête. Et en fait, le pays qui fait la course en tête, il a passé la seconde. Ça, on peut dire. Alors, ça peut vouloir dire que pour un Européen qui veut rester en Europe, il y a la possibilité d'observer ces technologies, de les embrasser, puis de les appliquer, soit dans les entreprises, comme on fait nous, en fait, où on aide les entreprises à adopter des stratégies IA qui font du sens. Ça, c'est un business possible. Là où ça va devenir, à mon avis, plus compliqué, c'est pour les technologies fondamentales. C'est-à-dire vraiment les LLM, les Large Language Models, les agents IA qui arrivent bientôt, les vrais moves importants. La grosse opportunité, je pense, pour les entrepreneurs européens, c'est dans le fait d'utiliser ces technologies, un peu comme si on les voyait comme des processeurs Intel. Voilà, ben on a la possibilité de fabriquer des ordinateurs ou de faire la couche au-dessus, donc la couche applicative. Et c'est là que je pense qu'il y a des opportunités qui sont euh, tellement nombreuses qu'en fait, on peut presque pas les citer. Il y a d'ailleurs des podcasteurs américains qui se marrent, ils font des podcasts d'1 heure et puis ils te donnent 10 exemples de domaines où tu peux faire une start-up facilement. Alors, il faut un peu se méfier parce que quand c'est trop facile, il n'y a pas de barrière d'entrée. Ça veut dire que si vous le faites dans 2 semaines, vous avez 1000 concurrents. Donc, bon, il faut quand même réfléchir à un modèle d'affaires qui tienne la route. Mais je pense que cet immense tsunami de réinvention lié au progrès de l'intelligence artificielle, ça offre des opportunités business qui sont phénoménales et ça diminue le capital qu'il faut pour pouvoir commencer un business.
parce qu'en fait, ce sont des outils qui rendent plus puissants, ça permet de développer des applications plus vite. Donc, je pense que les vraies opportunités, elles sont dans les nouveaux modèles d'affaires liés à l'implémentation de l'IA dans le software. Là, il y a des pléthores d'opportunités. Ok. Eux, ils ont cette philosophie justement. Tu parles d'IA, c'est de gagner et pas limiter. Donc comment ils abordent la chose et pardon, le débat sur la régulation, ça va être on se concentre sur passer. Tu parlais de la seconde, va pas se passer la troisième, la quatrième, la cinquième même, et le plus rapidement possible. Et ensuite, on va commencer à parler de limiter, de précaution, etc. Tu vois? Donc, ça en dit beaucoup sur les ambitions. C'est vrai que du côté américain, l'Europe est négligée, donc ils ne nous voient pas du tout comme une menace par rapport à la Chine en termes de développement technologique, etc. Comment tu le vois ça justement par rapport à cette guerre de la tech et justement ces répercussions que ça va avoir sur l'Europe, pardon. Alors, il y a déjà le fait que la bataille technologique, on en a déjà perdu plusieurs, hein, parce qu'en fait, les grands acteurs du cloud, si on pense aux hébergeurs, Azure, Amazon Web Services ou Google Cloud, on n'y est pas. Le seul un peu crédible qui est en Europe, c'est Octave Klaba qui l'a fait, c'est OVH qui est de Roubaix, qu'on aime, vive OVH, mais si on regarde les niveaux d'investissement consentis, on n'est pas du tout à la même échelle. C'est presque de l'artisanat comparé à Amazon. Donc, je dirais, il y a déjà toute cette couche en fait du compute, en fait du cloud qu'on a perdu. En fait, il faut dire les choses comme elles sont. Il y avait tout le search, Google, Bing, etc. On a perdu aussi, etc. Puis maintenant, c'est la suite de l'histoire. C'est le chapitre suivant avec l'IA qui est en train de s'inscrire. Et forcément qu'on a moins de talent, on n'a pas la masse critique. L'autre problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup des talents européens en fait qui partent aux États-Unis parce que c'est un terrain plus favorable pour pouvoir innover dans ce domaine. Le patron de l'IA chez Facebook, c'est un Français. Enfin, il y en a plein. Yann LeCun, il est brillantissime et il a fait une conférence à Genève il y a pas longtemps. Ce mec est super fort. Ben voilà, il travaille pour une entreprise américaine, c'est la vie, hein. On comprend son choix. Il a une super vie, il est bien payé. Donc, le problème, je pense, pour l'Europe, c'est de transformer de grandes idées. Hein, en Europe, on vit un petit peu, on a dominé le monde pendant quelques centaines d'années. On a l'impression que notre point de vue, il est plus valable que celui d'autres. Bon, peut-être. Moi, je pense pas forcément, mais l'Europe, ça reste un endroit où il est extrêmement agréable de vivre. Mais si on veut que ça demeure, en fait, il faut se projeter en fait dans ce nouveau chapitre de l'histoire humaine, parce que ce qu'on nomme l'IA ou les récents progrès de l'IA, c'est une vague technologique qui va tout emporter. Même si on connaissait un plateau en termes de développement technique et technologique, ça progressait plus trop, ça changerait quand même la société et le monde, l'organisation collective, les entreprises, etc., etc. Il y a une super vidéo de Eric Schmidt. J'ai fait un post sur LinkedIn hier. Il est interviewé par Steven Bartlett. Je crois que j'écorche son nom, je m'en excuse, mais c'est en anglais, mais c'est vraiment, vraiment génial. Le podcast s'appelle The Diary of a CEO. Et il interviewe Eric Schmidt, qui est celui qui a amené Google d'environ 100 millions à 15 milliards. Donc, le gars, c'est une star de la tech aux États-Unis et il explique de son point de vue pourquoi l'IA, ça va tout changer et que si on s'y met pas, c'est même pas la peine. Donc, je veux dire, l'Europe, en fait, il faut alors, comparer l'Europe et les États-Unis, c'est un petit peu vaseux parce que les États-Unis, c'est un vrai pays, une confédération qui existe, qui a des lois. L'Europe, c'est un espèce pas de canard boiteux, mais à peu près. C'est-à-dire que c'est une zone géographique. On a un marché commun. Et puis après, des espèces de bouts de ficelle par-ci, par-là. On est un peu au milieu du gué, en fait. On est une zone économique intégrée, mais on n'a pas les attributs d'un pays.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revenir en arrière et puis avoir toute une série de petits pays qui jouent chacun pour eux? Est-ce qu'il faut plus intégrer l'Europe? Moi, j'en sais rien. Le fait est, c'est qu'en fait, on compare toujours l'Europe aux États-Unis, mais ce sont deux entités qui sont de nature différente. C'est une comparaison qui est un peu, à mon avis, fallacieuse, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes outils, les mêmes possibilités d'action, la même histoire. Si d'aventure on considérait que l'Europe c'était plus qu'une zone économique intégrée, mais une espèce de pays ou de zone de puissance, alors on peut dire qu'on est extrêmement jeune. On est au début du début. Alors souvent l'Europe elle a avancé comme ça à l'occasion de crises et puis elle a progressé quand elle en avait besoin. Peut-être c'est ça qui se passera, j'en sais rien. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? J'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un concurrent dans cette vague technologique absolument déterminante qui a déjà plusieurs coups d'avance et puis qui a les moyens d'engager des gens comme Musk pour intégrer ça dans les processus du gouvernement. Alors que, voilà. Alors maintenant, si on revient à la France ou à la Suisse, je pense qu'en fait, les territoires ou les nations, elles auraient intérêt à prendre ça très au sérieux et puis à faire un essai. Une des choses qui est intéressante dans la méthode de Musk, c'est qu'il simplifie. Et je donnais le week-end passé un cours dans un cas sur la digitalisation et la chose clé pour pouvoir digitaliser, c'est de simplifier. Euh, euh, si on simplifie pas, on n'y arrive pas parce qu'il faut revoir en fait la manière dont on fait les processus. C'est pas juste utiliser un ordinateur pour faire la même chose qu'on faisait avant. Il faut réinventer la manière dont on le fait. D'ailleurs, un ouvrage qu'on peut citer que je recommande chaudement aux auditeurs, c'est un ouvrage qui est intitulé Simplicity. Il existe en français, qui a été écrit par John Maeda. C'est un designer. Et en fait, il a écrit tout un livre sur comment faire pour faire simple. Absolument génial. Donc, c'est peut-être l'ouvrage clé pour débuter dans cette digitalisation qui requiert de simplifier. Mais je pense que on aurait tort en fait de penser que les Américains ont pété une lame et puis qu'ils font n'importe quoi. Je pense que c'est très malin ce qu'ils font. Simplement, ils le disent pas. Parce qu'il faut. Alors, juste encore un truc, je suis un peu long, mais un des trucs avec les Américains, c'est qu'il faut pas oublier qu'ils ont Hollywood. Et une des choses qu'ils savent faire, qu'ils apprennent aux enfants à l'école, c'est à dérouler une story. L'école aux États-Unis, une fois par jour, tous les petits garçons et petites filles doivent se lever, parler devant leurs copains, puis dire, ben voilà, moi j'ai fait ça, je fais un projet de science, je fais ci, j'ai fait ça. Donc ils sont très, très à l'aise dans l'art du discours et puis de raconter une histoire. Et si on regarde ces élections américaines, en fait, comme une série télé, une série Netflix ou un film, en fait, c'est passionnant. On a tous les deux, on a regardé ça, on a suivi ça au jour le jour. Mon Dieu, qui va être élu. Puis moi, quand je regardais ça, je me dis, il y a quand même des fois, je me disais, bon, en fait, tu vis en Suisse, quoi. C'est un président américain, ça va. Mais l'histoire est intéressante. Et je pense qu'il faut essayer de lire les dessous de cette affaire. Puis si on laisse de côté tous les jugements de valeur qu'on peut faire ou toutes les émotions qu'on pourrait avoir, ce que fait Trump, c'est qu'en fait, il a été largement élu avec une équipe de gens qui connaissent extrêmement bien la technologie et l'IA. Et, 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 alors, il raconte l'histoire du Dodge parce que ça va être le département pour l'efficacité. Peut-être qu'ils vont juste digitaliser la manière dont ils fonctionnent, mais à grande vitesse. Et c'est souvent pas quand on raconte une story, on dit pas forcément exactement ce qu'on va faire, mais on raconte une jolie histoire pour enthousiasmer les foules. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Bah, je pense, hein. Et comme tu le dis en storytelling, ils sont super bons. Et puis, une de leurs taglines, c'est America First. Donc, Mhm. on imagine aussi que tout ce qui va être import, export, taxes, ça va être compliqué aussi pour Mhm. certaines sociétés européennes qui font de l'export aux US ou peut-être sur certains produits, ils vont être super taxés. Et puis, ça, c'est des choses qu'on attend de voir avec impatience. Mais il va y avoir énormément de choses qui vont changer. Moi, je voulais revenir sur l'aspect aussi par rapport à la Chine, justement, dans cette Mhm. tagline America First. Donc, il y a toutes les grosses boîtes
Google, OpenAI, justement, qui ont peur de se faire espionner, donc justement de l'espionnage industriel par la Chine. Et ils disaient notamment qu'ils ont renforcé la sécurité lors de leur processus de recrutement. Après, en même temps, comme tu le dis, bah, tu as cette guerre des talents que tu trouves pas nécessairement aux États-Unis et que tu dois importer de Chine, d'Europe et tout. Donc, ça va créer des choses intéressantes. Et je sais pas si tu as vu hier, mais il y a eu une cyberattaque des télécoms aux États-Unis, puis ils ont essayé de créer des problèmes, et je crois même jusqu'au portable, au téléphone portable de Trump. Donc, T'imagines, c'est chaud, hein. ah, c'est chaud. Bah, c'est là où tu vois que, encore une fois, c'est un match de tennis entre la Chine et les US, et puis nous, on est en train de regarder ou d'arbitrer. Et Ou je de trouve ça, ramasser les balles. ou de ramasser Ouais, c'est même plus de l'arbitrage, c'est vrai. C'est vraiment de ramasser les balles et amener les gourdes, et puis Tenir les serviettes, tu sais. exactement. Non, je pense que on n'est pas dur sur l'Europe pour être dur, mais c'est pour faire un constat et de se dire que si on se développe pas, si on prend pas les bons choix au bon moment, ça va être compliqué. Et puis on parlait dans les précédentes émissions, hein, tu as tout le monde qui est en train de tirer la sonnette d'alarme, que ça soit Lagarde, Draghi, Macron et consorts. On va avoir un gros problème. Et tu vois, typiquement, les États-Unis, là, c'est en 2022, ils avaient adopté le Chips and Science Act. Et l'idée, c'est de développer la production aux États-Unis de semi-conducteurs pour justement ne plus avoir cette dépendance vis-à-vis des fournisseurs à l'étranger. Donc, on voit qu'ils sont en train de faire la promotion de l'innovation localement, et ils vont justement donner des incentives, des incitations fiscales, donner des subventions, et c'est là où je pense qu'il va y avoir aussi un gros problème pour les fournisseurs étrangers, quoi. Alors, c'est clair que là, il cause tout le temps d'introduire ces tariffs. Alors maintenant, comment ça va? Historiquement, quand on introduit des barrières douanières, c'est jamais très, très bon, hein. Ça mène plutôt à un désastre économique qu'à un immense succès. En plus, si tu regardes, il y avait ce truc de ASML, hein. C'est les gens qui fabriquent les machines qui permettent à TSMC à Taïwan de fabriquer des chips. Donc, c'est ceux qui font la photolithographie UV, etc., pour les chips à 3-4 nanomètres. Mais en fait, si on remonte la chaîne, en fait, TSMC, ils achètent des lentilles qui sont de Carl Zeiss. Enfin, ça vient d'un peu partout dans le monde. Et j'écoutais hier un podcast où il y avait Philippe, comment il s'appelle? Je veux pas écorcher son nom, mais c'est un spécialiste en France de la raréfaction des matériaux. Il parlait avec Jean Covici sur un podcast. Enfin, je m'excuse, son nom m'échappe. Biwix, un truc comme ça. Et en fait, il expliquait à quel point plus une technologie est complexe, plus en fait tu dois sourcer des éléments d'un peu partout. D'accord? Quand tu fabriques des semi-conducteurs à 3 ou 4 nanomètres, c'est pas juste que tu vas tout faire à un même endroit, parce que tu as besoin de lentilles particulières, de laser dans l'UV, de plein de trucs différents, d'avoir un air très très propre parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de poussière. Pour que les rendements soient raisonnables. Donc, en fait, plus la technologie est complexe, plus il est difficile, en fait, de s'isoler. Et puis, en Europe, on peut pas trop faire les malins non plus, parce que je suis pas sûr que ce soit dans notre avantage, à notre avantage, parce qu'on n'a pas de matière première. Enfin, quand on fait des voitures, on n'a pas de fer. Je veux dire, on n'a pas de mine, tu vois, ou très peu. On les a déjà épuisés. Donc, on n'a pas tellement de ressources. Disons, on dit souvent que ce qu'on a comme ressource, c'est la matière grise, ce qui est vrai, puis un art de vivre, etc. Mais et des gens très forts, mais on n'a pas toutes ces choses-là. Donc, dans un monde qui se désintègre au sens où l'intégration elle est moins poussée entre les différentes régions du monde, je suis pas sûr que ce soit très très bon pour nous, hein. Et c'est super intéressant ce que tu dis, ça me fait une transition parfaite sur l'aspect que nous, en Europe, on a la durabilité. OK? Donc, on a les gobelets Ouais. dont on parlait.
Ouais. Et justement, avec ce développement de l'IA, un des problèmes que l'IA est en train de rencontrer, c'est l'accès aux data, donc aux données, Mhm. mais c'est aussi l'accès à l'énergie et puis au refroidissement. Et donc, Mhm. on en parlait souvent, enfin, on en parle souvent que Microsoft est en train à racheter une centrale nucléaire. Et justement, est-ce que enfin, ça va sûrement avoir un impact pour nous, Européens, sur le développement au niveau énergie? Bien entendu, mais alors l'énergie, c'est un immense sujet parce que déjà, l'énergie, elle est quand même très fortement, la quantité d'énergie disponible, elle est très fortement corrélée au PIB. Et Jean Covici qui explique ça très bien. Il faut aller l'écouter. Il l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais une économie prospère, c'est une économie où il y a beaucoup d'énergie. C'est comme ça. Euh, et il y a un lien, parce qu'évidemment, les économistes, ils font pas le lien avec la physique. Mais la réalité, c'est que un, un, disons, une mesure qu'on peut essayer de faire, c'est de voir la quantité de marchandises transportées. Et ben, si tu as moins d'énergie, tu as moins de camions, etc., etc. Donc, l'énergie, c'est vraiment un facteur clé. Donc, c'est bien, en fait, qu'on fasse cette mue, qu'on essaie de faire une transition énergétique. Alors, il y a des gens qui, à juste titre, remettent ça en question parce qu'on n'en a jamais fait. On a toujours empilé les énergies des unes sur les autres. Hein. On n'a jamais renoncé. Faut pas croire qu'on a renoncé au charbon. C'est pas vrai. On n'a pas, on a juste empilé les sources d'énergie primaire les unes sur les autres. Et puis c'est vrai qu'en Europe, mais moi je pense que c'est un peu lié au fait qu'on aime les belles idées, d'accord? Et comme on est une zone géographique extrêmement prospère, en fait, on a peut-être un petit peu perdu de vue le fait que la durabilité, c'est bien sûr il faut minimiser l'impact qu'on peut avoir sur la planète, puis il faut aussi durer tout court. Hein? Dans durabilité, il y a durée. Donc, il faut durer. Et je pense que des fois, on tombe un petit peu trop amoureux des idées, puis on s'éloigne un petit peu du réel et des faits. Et je pense que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques. Alors, il faut aussi voir que les États-Unis, c'est un pays où il n'y a pas de limite. Hein. C'était René Sommer, un des cofondateurs de Logitech, qui me disait, Pascal, les Américains, c'est des cow-boys. Et ouais, ça a Il l'air n'a un pas peu tort. simple, c'est un peu simpliste, mais ça explique quand même des choses. En fait, c'est un immense pays où il y a d'immenses ressources. Donc, en fait, tu as un endroit, quand ça va plus, hop, tout le monde dans la charrette, on prend le cheval et puis on fait 100 kilomètres à l'ouest, tu vois. On recommence. Donc, ils ont de la place, ils ont énormément de ressources. C'est un pays qui est gigantesque, comme la Russie d'ailleurs. La Chine, eux, ils ont moins de ressources, mais ils importent beaucoup de choses en termes de ressources. On dit toujours qu'ils ont les terres rares, mais c'est à peu près un des seuls trucs. Donc, c'est un territoire très différent. L'Europe, elle est à sec de ce point de vue-là, n'est-ce pas? Elle n'a pas de ressources. Donc, la durabilité, c'est absolument complètement OK, euh, mais, mais, mais pour être vertueux, il faut durer. Hein? Oui, Il faut pas c'est mourir pas de la pendant. charité, quoi. Voilà, Mm. c'est pas de la charité. Et puis, ben voilà, maintenant on va vers un monde qui est qui est multipolaire, qui est plus comme ça unidirectionnel. Et tant mieux. Mais je pense que l'Europe, elle doit se méfier des belles idées. Les belles idées, elles sont bien, c'est super, mais après il faut les mettre en pratique. Ouais. Si tu regardes les 5 ou 10 dernières années, on a vu plein d'articles de journaux qui expliquaient qu'en fait il fallait que l'Europe se réveille et puis qu'elle ait un cloud souverain. Mm. Bon, il s'est rien passé. Alors en fait, on a sa cause, mais la réalité, c'est que pour transformer ça en un asset qui soit utilisable du point de vue militaire, de la souveraineté, en Europe, on parle tout le temps de la souveraineté numérique. On utilise ce mot à l'envi, presque jusqu'à l'écœurement. Les Américains, ils sont souverains numériquement parce qu'ils ont tous les grands acteurs industriels. Voilà, c'est ça la différence. Ils causent moins. C'est comme les frites McCain, hein. C'est pas ceux qui en parlent le plus qui en mangent le plus. Et je pense que l'Europe, elle doit aussi passer la seconde et puis commencer à agir. Et ça va passer majoritairement par en fait l'entrepreneuriat, les entreprises, les entrepreneurs qui investissent. Et
pas tellement par les gouvernements, à mon avis. Je te rejoins sur cet aspect-là et c'est vrai que vaut mieux donner de l'argent à un entrepreneur que des fois à des entités gouvernementales parce qu'entrepreneur, il va te créer des emplois, il va être Mhm, forcé de faire des choses et puis d'innover justement, de pouvoir maintenir une entreprise pérenne et des emplois. Donc, je pense qu'on peut dire il y a encore pas mal d'éléments qui nous manquent sur la stratégie, la feuille de route de Trump. Mais ce mhm, qu'on peut dire, c'est que les 4 dernières années, elles étaient très compliquées pour les startups, pour l'innovation. Et même avec toutes ces réglementations, on s'est fait entre guillemets bouffer par les États-Unis sur l'aspect IA. Donc mhm. maintenant qu'il va y avoir toute cette déréglementation, que la crypto, que la fintech va pouvoir se redévelopper, j'imagine, rapidement, on peut imaginer un raz-de-marée, quoi, où ça va être assez compliqué je vais même pas dire concurrencer, mais de pouvoir garder des business sur du long terme, quoi. Ouais, Et les il y a quand talents même un aussi. gros enjeu. Ouais, et les talents, parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, une région économique, au bout d'un moment, quand elle perd tout son dynamisme, ben, les gens les individus ou les groupes d'individus qui sont dynamiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont prendre l'avion, comme ça se passe depuis quand même pas mal de temps. Et puis, ils vont aux États-Unis parce qu'en fait, c'est plus facile de réussir là-bas. Donc, il faut quand même faire attention de pas se contenter de faire des discours et puis d'agir. Euh, euh, un autre truc qu'on peut noter par rapport à la technologie, c'est que dans cette élection de Trump, en fait, on peut vraiment dire que c'est la première élection où, en fait, les podcasts ont joué un rôle majeur. Hein, Ouais. il y avait dans les élections précédentes l'influence des réseaux sociaux où en fait, c'est une autre manière de discuter avec des bons et des moins bons côtés, bien sûr. Mais là, en fait, les podcasts, ce qu'on appelle en anglais long form podcast, comme Joe Rogan ou Lex Fridman, enfin, toute cette clique, qui font des audiences en dizaines de millions en quelques jours de vues, c'est totalement hallucinant. Et c'est très rigolo qu'en fait, Trump l'a bien compris. En fait, il a fait ses podcasts, ça veut dire des discussions de 2, 3 heures avec quelqu'un pour discuter de tout sujet, etc., sans un script, comme dans le journaliste télévisuel où on dit bon bah écoutez ça on va pas aborder cette question, tatati tatata, voilà comment on règle les choses. Là, en fait, c'est un format qui oblige en fait l'homme ou la femme politique à se révéler un peu plus, puis à faire preuve à pas montrer patte blanche, à faire preuve de la capacité qu'il a ou qu'elle a à discuter de différents sujets. Et ça, je pense que c'est un mouvement fondamental. Ce qui m'a fait bien marrer, c'est qu'en fait, Trump, il a été animateur de télé. Exact. Dans son Hein? émission Il The avait The Apprentice. Apprentice, voilà. Et en fait, donc ce mec, en fait, il a grandi dans le monde de la télévision et puis il a réussi à émerger dans cette nouvelle ère en fait du podcast. Qu'il faut bien voir aux États-Unis, et ça va arriver en Europe. Euh, les podcasts, ça fait plus d'audience que la télévision réunie. Un gars comme Joe Rogan, il a un reach qui est bien plus grand que les grands broadcasters américains. Alors, bien entendu que ça rend les télévisions cable network, comme ils l'appellent, complètement zinzin, parce qu'ils se sont fait piquer leur business. C'est, pour le dire crûment, c'est ça qui s'est passé. Ça énerve. Mais la réalité, c'est que ce gars qui faisait de la télé, il a réussi à basculer dans ce monde nouveau. Et je pense que ça a contribué à son élection aussi. Il a réussi à sentir qu'en fait, c'était ça qu'il fallait faire. Il avait aussi la capacité de le faire. Encore une fois, il était entouré par des tas d'entrepreneurs dans la tech qui probablement ont aidé au fait que de cette prise de conscience que ce média nouveau, en fait, c'était le média clé. Et c'est vrai ce que tu dis, le podcast de Joe Rogan avec Trump, il a fait 50 millions de vues. Donc Ouais, ça dépasse tout ce que. Et en plus, il a été shadowban, ça veut dire que YouTube le mmh, recommandait pas forcément. ouais, Et ils ont vu qu'il y avait ce problème, donc ils ont commencé à le booster sur X. ouais. Et je pense que c'est là aussi ce que Trump a fait. A bien fait dans son élection, c'est que, comme tu dis, il s'est entouré de ces influenceurs, de ces YouTubeurs, et il Mmh. a compris que le média mainstream était un petit peu
je vais pas dire à la ramasse, mais vraiment au ralenti et qu'ils ont moins de parts de marché. Et je pense que les gens aussi en ont marre, c'est des donneurs de leçons. Donc, tu vois, tu as beaucoup de il faut voter comme ça, il est comme ça. Et le problème, c'est que Alors, tu as plus, tu vois, cet aspect factuel où tu essayes de te forger un avis sur des choses assez factuelles. C'est vraiment, on va t'imposer une manière de voir les choses. Et c'est là où justement, les élections américaines ont démontré que tout le monde, enfin, via Twitter, via YouTube, via tous ces réseaux sociaux, eh ben, tu peux avoir différentes versions que ce que tu aurais sur CNN ou sur Fox, tu vois. alors, je suis parfaitement d'accord. Moi, je serais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tendre avec les journalistes parce que le métier de journaliste, c'est un métier qui est absolument essentiel. C'est quelqu'un qui contrôle les faits, qui s'intéresse à la réalité, qui fait une enquête, etc. C'est un métier qui est absolument extraordinaire, d'ailleurs qui présente un pouvoir immense. Le problème, ce sont pas les journalistes, à mon avis, c'est que le journalisme, il était hébergé par des structures économiques qui s'appelaient des journaux ou des chaînes de télévision, et que ce type d'entité-là, ce type de métier n'ont plus de modèle économique. Et qu'en fait, quand tu es hébergé par une entité, on va dire juridique, qui gagne plus de sous, c'est vraiment terrible. Donc, je vois pas comment c'est à mon avis beaucoup moins les journalistes ou le journalisme qui est en cause que une espèce de décrépitude quand même assez rapide d'institutions en fait qui ont plus de modèle économique. Et un bon exemple que les auditeurs peuvent aller regarder, c'est un mec qui j'avais déjà cité, mais c'est vraiment un gars extraordinaire, il s'appelle Matt Taibbi. C'est un journaliste absolument extraordinaire. Il était Rolling Stone Magazine. En plus, il est vraiment rigolo. Il a vécu en Russie. Il a une vie absolument incroyable. Il fait des articles extraordinaires. Il est sur Substack. Et en fait, il est sorti des médias pour créer son média. Et en fait, il fait vraiment des enquêtes. Il fait des super papiers. C'est un gars absolument passionnant à lire et à suivre. Donc, à, à mon avis, un journaliste qui est vraiment intéressant. Il y a aussi Glenn Greenwald, il y en a plein comme ça aux États-Unis. Et comme on le disait au départ, les États-Unis, ils ont souvent un coup d'avance. Et l'avenir, moi, la seule chose que j'aurais envie de faire, c'est d'encourager les journalistes qui sont pas bien dans un média, ou ça se passe pas bien, etc. Il faut qu'ils se lancent. En fait, il faut y aller. Parce que le journalisme, c'est important. Mais pour que le journalisme soit efficient et efficace, il faut qu'il ait un modèle économique. Et le modèle économique du journalisme, en fait, il requiert plus d'avoir une grande institution qui chapeaute tout ça. Parce que tu peux faire du podcast avec un Mac, tu peux publier en fait sur Substack. T'as pas besoin d'avoir un journal. En fait, tu peux avoir des abonnements payants, faire du gratuit, etc. Il y a plein de modèles qui existent. Mais c'est le Ça canal. fonctionne. C'est le Ouais, canal et c'est ça. ils ont manqué ce virage. Et je Ouais. suis tombé sur une news ce matin justement que j'allais partager avec toi. Donc on est aujourd'hui vendredi 15 novembre et depuis hier, Google lance une expérimentation qui consiste à exclure pour un temps l'affichage des résultats renvoyant à la presse pour un certain nombre d'utilisateurs. Donc, on est vraiment sur un shift et que voilà, Ouais. le journalisme tel qu'on le connaît, version papier, il était déjà mort. Maintenant, via leur site, c'est compliqué. Et puis, les plateformes, ça va être Twitter, enfin X, ça va être Ouais, ouais. YouTube, ça va être Absolument. peut-être un peu moins Mais LinkedIn, mais tu vois. Mais si tu veux, ce qui est fondamental, c'est que ce sont les journaux qui ont un problème, pas les journalistes. Les journalistes dans les journaux, ils ont un problème parce que quand tu es dans une entreprise et que ça va pas bien économiquement, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pénible. Je veux dire, c'est pas agréable. Et moi, j'en veux pas du tout aux journalistes. Je pense que c'est un métier difficile, c'est un métier passionnant, c'est un métier important. Et en fait, moi, je suis à fond en fait pour un reverse du journalisme, mais il faut adopter ces modèles économiques nouveaux. Matt Taibbi, Substack, YouTube, enfin, il y a plein de modèles différents, mais il faut vraiment se jeter là-dedans parce qu'en fait, il y a un avenir brillant dans ces nouveaux modèles économiques. Et ce dont on entend parler, c'est comment de grandes institutions ou de grands médias
ont un mal fou à se réinventer économiquement. Parce qu'évidemment, quand tu as un immense building avec des centaines, voire des milliers de gens, toute une organisation interne, toute une manière de faire, quand tu as une technologie qui change la donne trop profondément, c'est très difficile de s'adapter. C'est pas, on peut même pas en vouloir aux journaux ou à ces institutions parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. J'en discutais avec, un ami justement qui est le fondateur de Wired. Donc, c'était un des premiers un magazine en ligne, un site internet en ligne qui parlait de la tech et qui, lui, l'a revendu il y a plusieurs années de cela et tout. Puis, il avait été mandaté par une boîte justement de médias pour les aider à aller sur cette transition, tu vois, cette transition numérique. Et il me disait que c'était très compliqué de leur expliquer, de les convaincre. Donc, ils savent qu'ils doivent changer, mais ils ne veulent pas forcément le faire. Donc, ouais, je pense que ça serait un sujet à part entière où le rôle des médias, le rôle des journalistes dans les élections et dans la vie courante. Et je pense que justement, cette news de Google et l'élection américaine, elle démontre que tu n'as plus besoin d'aller à la télé, tu n'as plus besoin d'être dans les journaux Washington Post, etc. Maintenant, tu peux très bien avoir un plus grand reach juste en étant sur ces plateformes tech. Pascal, je pense qu'on a fait le tour pour les éléments qu'on avait sur cette élection de Trump. On en refera vraisemblablement sur son programme, sur sa feuille de route dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je te remercie. Puis je te souhaite un bon week-end et un bon dîner. Donc, j'ai vu que, comme je te disais, tu es très élégant. Donc, tu dois avoir quelque chose de prévu ce soir. Donc, profite bien. Merci à toi, Younes. À tout vite. Ciao, ciao. Ciao.